Bienvenue sur la chaîne Estime de Soi, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les épisodes prochains. Jusqu'où aller dans l'indifférence ou dans la liberté? Marcher dans une forêt entre deux haies de fougères transfigurées par l'automne, c'est cela un triomphe. Que sont à côté suffrage et ovation? Émile Michel Cioran. Florence Delay, qui succéda au philosophe Jean Guiton à l'Académie française, le 14 décembre 2000, raconta cette anecdote dans son discours de réception. Lorsqu'il vint à Paris faire ses études supérieures, à partir d'octobre 1917, Jean Guiton habita au 104 rue de Vaugirard, chez les pères maristes. Il y rencontrait un humble prêtre, le père Plasnet. Le jour de l'an, celui-ci dit à Guiton: « Prenez votre melon et vos gants, nous allons faire nos visites de bureau du 104 au grand de ce monde. Nous irons d'abord voir le maréchal Foch. Il ne nous recevra pas, j'en suis absolument sûr, nous verrons un vague aide de camp. Ce sera une première humiliation très utile. Puis nous irons à l'Annonciature, Monseigneur Serretti ne sera pas là, où il nous y conduira, ce sera délicieux. Enfin, nous monterons les étages de Paul Bourget. Il nous repoussera avec un sourire amer, nous reviendrons ravis, ce sera la joie parfaite. » Florence Delay conclut, et c'est ce qui arriva. Au retour de ces affronts, le père Plasnet rayonnait d'insatisfaction. On peut comprendre cette anecdote de 1000 façons, parler de masochisme chrétien ou d'étranges névroses d'échec. Mais il me semble que ce serait un peu court. J'aime y voir l'expression, de la part de cet humble et oublié père Plasnet, d'une précieuse leçon offerte à son protégé. Un exercice d'entraînement à la liberté. Liberté actuelle vis-à-vis de la peur de l'échec et liberté à venir vis-à-vis des ivresses du succès. Comment devenir libre avec le succès et l'échec? Nous ne pouvons pas nous passer de réussir. Le besoin de connaître des succès relève d'un besoin élémentaire, celui de contrôler ou surtout d'en avoir l'illusion bénéfique, notre environnement. De le façonner, de nous y faire une place. Peu de choses nous sont données, et il n'est pas question de renoncer à agir et à réussir. Mais nous avons largement abordé dans ce chapitre le coût de la poursuite acharnée et inquiète de certains objectifs. Nul n'a mieux résumé cette inquiétude de succès que Jules Renard dans son journal. Le succès que nous méritons, nous l'avons eu. Est-ce que nous allons recommencer éternellement de l'avoir? C'est pourquoi la réussite angoisse autant les hautes estimes de soi, sur sa durée, que les basses, sur sa survenue. Vu l'importance que peuvent prendre les obsessions de réussite et les peurs du succès dans les souffrances de l'estime de soi, nous ferions bien de réfléchir plus souvent à la manière dont nous pourrions nous en affranchir, au lieu de leur obéir sans réfléchir. Tous les travaux confirment que les estimes de soi dites externes, reposant sur l'atteinte d'objectifs concrets, sont beaucoup plus fragiles que celles dites internes, qui se centrent sur le développement personnel et la poursuite non pas de succès matériel ou visible, mais de capacités psychologiques que l'on appelait autrefois vertus. Rien de nouveau là-dedans. Toutes les religions et philosophies ont de tout temps prôné cette démarche. La psychologie de l'estime de soi ne fait que nous le confirmer sous une forme plus triviale. Ne pas faire dépendre le contentement de soi de ses succès. Je suis quelqu'un de bien parce que je réussis. Ces estimes de soi conditionnelles sont les plus friables et les plus inconfortables émotionnellement. La plupart d'entre nous le savent et sont d'accord avec ces principes. La vraie question, c'est pourquoi ne conduisons-nous pas notre vie en fonction de cette élémentaire sagesse? Le mythe toxique du dépassement de soi. À force de récupérer en psychothérapie des cadres ex-battants sévèrement déprimés, à force de les voir abîmer leur santé, de les voir passer à côté de leur vie de famille, avoir recours à l'alcool, aux somnifères et finalement sombrer dans de graves dépressions, j'en suis venu à détester ce stupide mot de challenge.
Il représente à mes yeux toute l'idéologie malsaine des années 1980 et 1990, avec ses winners et ses losers et son culte imbécile et toxique de la performance pour la performance. J'ai beau souligner à quel point l'action est l'oxygène de l'estime de soi, je sais aussi à quel point elle ne peut être son unique levier. Le succès comme seul idéal et l'action comme seule identité représentent clairement un très mauvais socle de vie. Très insuffisant en tout cas. On peut passer totalement à côté de sa vie en fuyant et en esquivant l'action, nous en avons parlé. Mais on peut aussi passer à côté en fuyant dans l'action. Rien de plus facile, il suffit de répondre à la demande, de réagir, ce qui n'est pas tout à fait pareil que d'agir. Demande de nos parents, de la société, de nos besoins irréfléchis en matière d'estime de soi. J'ai mené une vie de rat, me racontait un jour un patient chef d'entreprise. De temps en temps, en me rendant à un rendez-vous d'affaires, je passais près d'un square ou d'un parc. J'apercevais un bout de nature, de ciel bleu. Je me disais que ce serait bien de prendre un peu de temps pour m'arrêter, me balader, marcher un peu au soleil. J'avais la vague impression que la vraie vie était là. J'ai mis 30 ans et 3 dépressions avant de le comprendre. Tout ça parce que je courais après de l'argent et de la reconnaissance dont je ne savais déjà plus que faire. Il m'en fallait toujours plus parce que j'avais peur de manquer, d'être oublié, de ne plus exister aux yeux des autres. L'obsession de la médiocrité, surtout ne pas y sombrer, conduit à la médiocrité. Médiocrité de la qualité de vie et médiocrité de l'autonomie par rapport au modèle de comportement socialement valorisé. Hygiène du succès. Belle devise d'un quelqu'un, d'un dieu peut-être, je déçois. Cette note de Paul Valéry dans ses mauvaises pensées nous rappelle l'importance qu'il y a de se permettre de décevoir afin de ne pas se rendre esclave de son image. Préparer son indifférence au succès? Dans le plus connu de ses poèmes, le célèbre If, Rudyard Kipling parle de l'indifférence à ces deux menteurs que sont le succès et l'échec. Si tu peux connaître le triomphe et le désastre et traiter ces deux menteurs de la même manière. Je pense que l'indépendance face au succès ne peut qu'aller de pair avec une liberté travaillée face à l'échec. Et il ne s'agit pas seulement de se contenter de l'attendre, mais aussi de s'y entraîner. On peut se vacciner contre la déception, devenir à la fois non pas indifférent, mais calme et lucide face à l'échec et de même face au succès. Se réjouir calmement de ses réussites, réfléchir tranquillement à ses échecs et ne pas oublier que la vie est ailleurs, dans la rencontre, l'échange, l'action pour l'action, sans surveillance ni performance. Ne pas oublier non plus que l'estime de soi se construit sur des rêves brisés. Même si nous avons tendance à les refouler dans notre oubli, nos ratages sont plus nombreux que nos réussites sur le chemin du succès. En tenir compte ne nous empêcherait pas de continuer à agir, mais nous aiderait certainement à le faire plus paisiblement. Il y a ainsi, sans doute, une hygiène du succès. Inutile de le refuser ni de le gâcher par l'inquiétude, et demain, ou le pessimisme préventif. Rien ne dure, rien n'est acquis, ne te réjouis pas et pense déjà à demain. Le savourer sans s'en valoriser à l'excès. Ne jamais perdre de vue ce mélange de chance, de mérite, mais aussi d'injustice que représente toute forme de réussite. Il n'y a pas plus de vérité révélée sur nous lors de nos succès qu'il n'y en a lors de nos échecs. Si nous réussissons, réjouissons-nous, faisons le plein d'émotions positives. Puis, retournons à l'essentiel. Continuer de travailler notre présence participante au monde et notre lien aux autres.